Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Podcast Sexiste, le podcast qui parle de genre et d'égalité en Corse. Moi, c'est Audrey Royer et aujourd'hui nous allons parler d'IVG, de l'interruption volontaire de grossesse. En effet, le 8 mars 2024, l'IVG a été inscrit dans la Constitution française, le premier pays au monde à inscrire l'avortement dans sa constitution. Cet épisode va parler d'histoire avec un grand H, mais aussi d'histoire singulière, car cet épisode comprend des témoignages. Mais pour en parler, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de Stéphanie Brun, sage-femme et membre du réseau RIMAN, qu'elle nous présentera, et de Michèle Bédigne, éducatrice spécialisée et référente corse du collectif contre le viol conjugal, qu'elle nous présentera également. Donc avant de commencer cet épisode, petit warming. Cet épisode contient des témoignages d'IVG et de violence. Si vous souhaitez parler d'actes qui vous sont arrivés ou demander conseil, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Instagram sur Podcast Sexiste. Alors commençons par les présentations de nos intervenantes. Bonjour à toutes et tous, je suis Stéphanie Brun, je suis sage-femme territoriale donc, au sein de la collectivité de Corse et j'ai pour principale mission de coordonner un réseau insulaire de maîtrise des naissances qui s'appelle donc RIMAN et j'exerce aussi une bonne partie de mon temps au centre de santé sexuelle d'Ajaccio. Alors, je m'appelle Michèle, je suis éducatrice spécialisée en libéral à la Bonne Étoile à Rouenne et je suis aussi membre du collectif français contre le viol conjugal, donc je suis la seule membre de toute la Corse. Le collectif français contre le viol conjugal c'est un collectif tout nouveau, c'est le premier contre le viol conjugal. Il a été créé en juillet 2023 pour sensibiliser la société au consentement au sein du couple et lutter contre le viol conjugal et ses conséquences. Donc du coup, on est plusieurs membres dans toute la France réunis, on fait régulièrement des réunions, etc., pour mettre en place beaucoup de sensibilisation, etc., tout le long de l'année, en fait. On organise des campagnes, des actions militantes et on met en place beaucoup de projets pour une meilleure prise en charge des victimes. On a essayé de recenser tous les professionnels de toute la France formés à ce genre de violence. Et donc voilà, on est vraiment spécialisé là-dedans. Donc on essaye au maximum de faire reconnaître les violences conjugales parce que déjà, en fait, le viol est quelque chose d'assez tabou par la société. Mais le viol conjugal l'est d'autant plus parce que c'est vrai que jusqu'à pas longtemps, la femme était encore la propriété de l'homme et on ne parlait pas encore de consentement au sein du couple, etc. Donc on a vraiment l'objectif de changer les mentalités. Donc voilà, c'est un long chemin. Merci à nos intervenantes pour ces petites présentations, nous y reviendrons plus tard, mais dans un premier temps, je voudrais définir avec toi, Stéphanie, ce qu'est la contraception dans un premier temps. Donc la contraception, c'est contre la conception. C'est une personne ou un couple qui souhaite obtenir des moyens de contraception, c'est parce qu'il a conscience qu'il peut avoir un enfant et que pour le moment, il n'en veut pas. Donc, il va trouver un moyen pour ne pas avoir de grossesse. Alors, il existe plein de moyens de contraception. On a les moyens très traditionnels et très... aller sur l'écoute des cycles, le calcul, les différentes méthodes, les méthodes d'observation de cycle, qui n'ont vraiment pas une grande efficacité, mais bon, qui ont le mérite d'exister. Puis, ce sont les premières qu'on avait... avant de maîtriser la contraception hormonale. Ensuite, on a tout ce qui est donc contraception hormonale, donc ça c'est très intéressant, qui agit sur le cycle en fait et qui permet de bloquer donc l'ovulation, d'empêcher du coup la rencontre avec l'ovule et le spermatozoïde et puis l'implantation d'un futur embryon. Donc ça c'est la pilule, le dispositif intra-utérin ou le système intra-utérin qu'on appelle plus communément les stérilets. Et l'implant également, il existe des anneaux contraceptifs et aussi des patchs contraceptifs.
Ensuite, bien sûr, on a notre grand ami, le préservatif, donc préservatif interne, celui qu'on met à l'intérieur du sexe de la femme, et le préservatif externe qu'on place sur le sexe de l'homme, qui, eux, ont cette double effet qui se coule, si je puis dire, qui est d'éviter une grossesse inopinée et surtout de protéger des infections sexuellement transmissibles. Donc ça, ce sont les différents moyens de contraception. Après, la vasectomie chez les hommes et la ligature des trompes, on est sur des méthodes de stérilisation, puisque c'est pas réversible. Chez les hommes, il existe des moyens de contraception, mais qui sont très peu utilisés, qui sont basés sur des méthodes thermiques, donc le slip chauffant, qui fait augmenter la température des testicules et du coup qui évite la production de spermatozoïdes dans le sperme. Mais c'est surtout chez nous où il fait très chaud, c'est pas très utilisé. Voilà. C'est en effet très intéressant de définir premièrement ce qu'est la contraception, car c'est ce qui vient bien en amont de l'IVG. On reviendra ensuite sur les préjugés, Stéphanie, mais est-ce que tu peux définir maintenant l'IVG, s'il te plaît ? Donc l'IVG, c'est l'interruption volontaire de grossesse. Donc la personne qui va venir nous voir pour une interruption volontaire de grossesse, elle ne pensait pas qu'elle pouvait être enceinte. C'est pour ça que c'est important de ne pas opposer IVG et contraception. Cette personne-là, elle vient, elle est enceinte et dans sa tête, ce n'était pas possible. Pour plein de raisons. Soit parce que elle avait un moyen de contraception, et c'est quand même le cas pour beaucoup d'IVG. Il y a des moyens de contraception en cours. Alors mal mis, mal pris, mal compris, mal observé. C'est sûr que voilà, oui, je prends la pilule, vous la prenez tous les jours, non. C'est sûr, ça peut pas marcher. Mais dans sa tête, elle pensait qu'elle faisait bien la patiente. Je l'ai oublié une fois, mais je me suis dit que c'était pas grave. En fait, si, c'est grave. La pilule, il faut bien la prendre tous les jours. Et en fait, c'est souvent, on fait un avortement sur contraception parce que c'est pas une contraception adaptée. Mais dans sa tête, la patiente, elle ne pouvait pas être enceinte puisqu'elle avait un moyen de contraception. Ou elle ne pouvait pas être enceinte parce que dans sa tête, elle avait calculé que ce n'était pas le bon moment, que voilà, ça ne pouvait pas arriver. Donc, elle se retrouve enceinte et c'est une grossesse dont elle ne veut pas, dont le couple n'est pas prêt à accueillir l'issue de cette grossesse, à savoir un enfant. Donc, elle vient nous voir pour interrompre cette grossesse. Donc, l'IVG est autorisée et légalisée en France depuis 1975 grâce à Simone Veil. Il y a eu différentes lois suite à cette dépénalisation de l'IVG qui ont permis petit à petit de mieux prendre en charge de cet acte et de façon plus pour un public plus élargi. Donc de nos jours, on peut interrompre sa grossesse sans restriction d'âge, sans accord parental aussi chez la mineure, ça c'est important de le savoir. On n'a pas besoin de l'accord parental. Alors bien sûr, dans les faits, on doit s'efforcer le plus possible nous en tant que professionnels, de le recueillir, mais quand c'est pas possible et ça ne doit pas différer l'interruption de la grossesse. La seule personne qui en a le pouvoir, qui a le pouvoir décisionnaire sur interrompre cette grossesse, c'est la patiente, quel que soit son âge. C'est pris en charge à 100%, comme je le disais tout à l'heure, par les caisses d'assurance maladie et c'est maintenant anonymisé. L'anonymat est possible aussi chez la majeure. On pratique des IVG médicamenteuses, donc selon une méthode chimique, on prend des comprimés jusqu'à 7 semaines de grossesse ou 9 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire depuis le premier jour des dernières règles. Et puis ensuite, jusqu'à entre 7 semaines de grossesse et 14 semaines de grossesse, donc 16 semaines d'aménorrhée, c'est une méthode chirurgicale qui est proposée. Donc ça, c'est exclusivement fait en centre hospitalier. L'avortement reste un choix, souvent douloureux, aux raisons multiples. Accidents de contraception, précarité financière, problèmes de santé. Les femmes ont et auront probablement toujours besoin d'avorter, un jour ou l'autre, mais ça touche toutes les catégories sociales, tous les âges, tous les métiers. C'est ce que nous certifie Ghada Hatem. Donc actuellement, depuis très très longtemps maintenant, je ne sais pas depuis combien de temps, mais depuis qu'en tout cas on fait des stats, le taux national d'IVG, il est relativement stable. On est à cette année là pour 2023.
Pour 2022, pardon. Les stats de 2023 sortiront en septembre 2024. Donc l'adresse nous a donné les statistiques en septembre pour l'année 2022. Donc on est à 15,5 IVG pour 1000 femmes de 15 à 49 ans au niveau national. En Corse, on est à 17 pour 1000 femmes de 15 à 49 ans qui font des IVG. Donc on est un tout petit peu au-dessus du taux national. Qu'est-ce que ça dit tout ça ? Eh ben, ça dit qu'on est bien en fait. Finalement, qu'on a une bonne offre de services pour la prise en charge des interruptions volontaires de grossesse. Parce qu'on sait qu'il y a d'autres régions qui ont des taux beaucoup plus faibles. Mais ce qu'on a pu observer, c'est que dans certaines régions, il y a... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les professionnels de santé réalisant les IVG, donc les médecins et les sages-femmes, on a la possibilité de faire jouer ce qu'on appelle notre clause de conscience. C'est-à-dire de dire à la patiente, moi, ma conscience fait que je ne veux pas pratiquer ce geste-là. Alors... c'est assez drôle que ça ne soit que pour l'IVG parce qu'en fait, dans l'absolu, on peut le faire pour tous les gestes qu'on propose. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de laisser la patiente sans soin. Et ça, une patiente qui vient voir un professionnel qui fait jouer sa clause de conscience pour l'IVG, il n'a pas le droit de la laisser sans renseignement. Il a le devoir de l'orienter vers un confrère ou une consoeur qui pratique. Et on sait qu'il y a des régions où il y a des confrères et des consoeurs qui font jouer cette clause-là et qui sont très nombreux. Et donc, c'est difficile de trouver quelqu'un vers qui réorienter. Alors, vous me direz, oui, mais il y a toujours les centres hospitaliers puisque c'est obligatoire. Chaque centre hospitalier doit avoir un centre d'orthogénie, donc il y a un centre qui pratique l'IVG. Sauf que si ce centre-là ne propose qu'une demi-journée de plan d'horaire par semaine, ça fait peu pour réaliser toutes les IVG qu'il faut faire sur un département. Donc on se retrouve avec des patientes qui sont en errance et qui donc sont obligées de se rendre dans les départements voisins quand elles ne sont pas obligées de se rendre à l'étranger ou dans certains pays, l'IVG est pratiquée beaucoup plus tard. Au départ, c'est pour ça que là, le dernier délai avait été rallongé à 16 semaines. On s'est dit, oui, il y a toutes ces femmes... c'était surtout pour prendre en charge ces femmes-là qui sont en errance de trouver un praticien parce que c'est pas facile. Donc nous, on fait beaucoup d'IVG en Corse, mais en fait, on a cette grande chance, c'est d'avoir beaucoup de praticiens formés et bien formés et avec des centres, que ce soit les 2 centres hospitaliers et même la clinique de Porto Vecchio qui proposent quand même ces services-là avec suffisamment de plages horaires et de planning. Donc ça, c'est pas mal quand même. Donc concernant le taux d'IVG chez les mineurs, qui est un sujet qui parfois peut un peu m'agacer parce que dans l'imaginaire collectif, c'est les mineurs qui font le plus d'IVG, et en fait, absolument pas. La moyenne d'âge de l'avortement en France, c'est entre 25 et 30 ans. Donc on n'est plus vraiment mineur. Et puis les taux nationaux parlent d'eux-mêmes. Au niveau national, on est à 5 pour 1000 jeunes femmes de 15 à 17 ans qui pratiquent une IVG. En Corse, on est sensiblement pareil puisqu'on est à 5,2 pour 1000 de mineurs de 15 à 17 ans. Donc on a vraiment un taux qui est très, très faible. Et la plupart du temps, alors là c'est la praticienne qui parle, on est quand même sur des échecs de contraception. On n'est pas loin de l'image qu'on se fait de la femme un peu débile qui prend pas bien, parce que c'est ça qu'on nous oppose à chaque fois. Mais quand même, avec tous les moyens de contraception qu'on a, comment ça se fait que les femmes font encore des IVG ? En fait, tout simplement parce que ça n'a pas de lien, enfin pas direct en tout cas. C'est que le moyen de contraception ne conditionne pas le recours à l'IVG. Et ces taux sont stables en fait depuis des années parce qu'en fait il faut bien avoir en tête que le taux d'interruption volontaire de grossesse, c'est le taux de grossesse dont on ne veut pas. Ce sont les grossesses qui ne sont pas désirées. Donc en fait dans l'absolu, qu'on soit là ou pas, une femme qui ne souhaite pas interrompre sa grossesse, elle l'interrompra toujours d'une façon ou d'une autre. Donc ce qu'il y a de chouette dans notre pays, c'est quand même que toute cette pratique, elle est encadrée.
par la loi. Elle est encadrée au niveau médical. Donc les femmes se retrouvent à pouvoir interrompre cette grossesse dans des conditions de sécurité, de santé physique, de santé sexuelle et de santé émotionnelle. Parce qu'en fait, on propose toujours un entretien psychosocial aux femmes qui souhaitent interrompre leur grossesse. Alors, il n'est pas obligatoire chez la majeure, il doit obligatoirement être réalisé chez la mineure. En revanche, nous, en tant que praticiens, on a le devoir de le proposer. Et bon, il y a des femmes qui refusent, ça arrive, mais c'est quand même très, très utile. Et nous, dans les centres de santé sexuelle, on a aussi cette possibilité d'abord d'avoir les personnes qui sont les conseillères conjugales et familiales et des psychologues aussi qui réalisent ces entretiens, qui sont là sur site. Donc effectivement, on propose aussi des fois des entretiens post-IVG. Bon, ça n'a rien d'obligatoire, mais c'est intéressant parce que ça permet aux femmes d'organiser ce qui se passe dans leur tête à ce moment-là. Madame Veil, elle a commencé son discours en 1975 par aucune femme ne recourt à l'avortement de gaieté de cœur. C'est toujours un drame et ça le sera toujours. Et c'est vrai. Nous, au centre de santé sexuelle, on réalise vraiment beaucoup d'IVG et je peux vous garantir que j'ai jamais vu une femme arriver contente de la situation. C'est compliqué. C'est compliqué, mais néanmoins, il faut accompagner ces femmes à ce que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. On parle de taux incompressibles, on parle de femmes qui trouvent n'importe quel moyen d'avorter, mais de quoi s'agit-il exactement ? Revenons un peu dans l'histoire. Selon le magazine Sud-Ouest, l'avortement se pratiquait déjà dans l'Antiquité et surtout, il était déjà interdit. Au XVIe siècle avant Jésus-Christ, le papyrus Ebers, l'un des plus anciens traités médicaux connus, contient des prescriptions pour faire avorter les femmes. En Mésopotamie antique, on interdisait déjà l'avortement, preuve qu'il a toujours existé. Au Moyen-Âge, on parle de silphium, une plante médicinale, aujourd'hui disparue, qui était utilisée comme contraceptif par les femmes pour limiter la taille de leur famille. Au XVIIIe siècle, les femmes font appel à des faiseuses d'anges, parmi elles des tricoteuses, qui utilisent des aiguilles à tricoter pour percer la poche des os ou ouvrir le col de l'utérus afin d'entraîner une fausse couche. Une opération douloureuse qui se pratiquait toujours dans la clandestinité et dont meurent de nombreuses femmes, notamment faute d'hygiène. On voit bien que malgré les interdictions, malgré les sanctions, les emprisonnements, les avortements perdurent. Il s'agit de ce taux incompressible. Mais alors, comment en est-on arrivé à légaliser l'avortement médicalisé ? Ici, nous allons parler uniquement du cas de la France. L'avortement thérapeutique est autorisé dans les années 30 dans ces pays tels que la Pologne, la Turquie, le Danemark, la Suède, l'Islande et même le Mexique. Une pilule anticonception est développée aux États-Unis pour sauver la vie des femmes, les protéger et en cas de viol ou de malformation du fœtus. En France, une avancée est faite avec la légalisation de la pilule contraceptive en 1967. Et dans les années 70 commence la bataille pour la légalisation de l'avortement. On parle du procès emblématique de Bobigny. Gisèle Halimi fait acquitter une jeune fille de 17 ans qui avait avorté après un viol. Reprenons ce contexte historique pour le droit des femmes. En 1972, Marie-Claire Chevalier, 17 ans, est jugée pour avoir avorté à la suite d'un viol. Alors pour se défendre, Michel fait appel à Gisèle Halimi, qui accepte et en fait un grand procès pour toutes les femmes. Après médiatisation, après l'art oratoire de Gisèle Halimi, après le soutien d'associations et de personnalités publiques, Michel est acquitté. Écoutons un extrait des archives de l'INA sur ce procès. Vous vous
vous en souvenez, c'était le 12 octobre. Cette information a fait les gros titres des journaux. La télévision a consacré plusieurs de ses émissions à l'événement. Marie-Claire, 17 ans, accusée d'avortement, a été relaxée. Son défenseur, maître Gisèle Halimi, explique comment cette relaxation, qui fait jurisprudence, est une étape importante pour la suppression de la loi répressive de l'avortement. C'est déjà une première étape, parce que Marie-Claire a été relaxée alors qu'elle reconnaissait avoir commis les faits, qu'elle indiquait qu'elle l'avait choisi librement de le faire et qu'elle en avait parlé à sa mère ensuite. Et en troisième lieu, elle a dit à la fin de l'audience qu'elle ne le regrettait pas. Par conséquent, il y avait bien un délit, il avait été commis et reconnu, il y avait bien une culpabilité puisqu'il y a un délit, mais il semble que les juges, en indiquant que Marie-Claire n'avait pas délibérément et librement choisi cela, qu'ils aient attribué la culpabilité ailleurs et par conséquent à la société et à la loi. Bien. Ne croyez-vous pas que la libéralisation de l'avortement fasse reculer la contraception ? Donc voyez-vous, ce que vous dites libéralisation, nous parlons de la liberté, c'est pas la même chose. Nous ne voulons pas que l'avortement soit permis seulement dans certains cas. Nous voulons qu'en toute hypothèse et en dernier ressort, la femme et la femme seule soient libres de choisir. Nous considérons que l'acte de procréation est un acte de liberté. Et aucune loi au monde ne peut obliger une femme à avoir un enfant si elle ne se sent pas capable d'assumer cette responsabilité. Maître Halimi, vous avez 3 enfants. Est-ce que vous avez choisi de leur donner la vie ? J'ai choisi d'avoir mes 3 enfants et je dois dire que, surtout en ce moment, peut-être parce qu'ils deviennent de grands garçons, les 2 aînés en particulier, ils ont 20 ans et 17 ans, le 3e à 8 ans, je sens à chaque moment à quel point ça a été très très important pour moi de les choisir. Je sens à chaque moment combien je m'en sens responsable et quelle joie c'est pour moi de les avoir. Je l'ai signé, je l'ai dit publiquement et j'ai avorté à des moments de ma vie où j'avais absolument senti qu'il ne m'était pas possible d'assumer une naissance. Car assumer une naissance, ça ne veut rien dire tout seul. Assumer une naissance, c'est assumer quand même une vie. C'est accompagner un enfant. Et cela, il faut être capable de le faire. Quand je n'ai pas été capable de le faire, j'ai avorté. Personne au monde n'aurait pu m'en empêcher. Écoutons à présent des témoignages de femmes qui ont avorté dans l'illégalité. Extrait toujours tiré des archives de l'INA. Je suis mariée, j'ai 3 enfants. Je n'en ai voulu que 3 et j'ai avorté 3 fois. Il faut dire la vérité, que le vrai scandale dans l'avortement clandestin et dans l'oppression des femmes, c'est l'hypocrisie. C'est ce qu'on dissimule. La vérité, c'est que toutes les femmes avortent, y compris les femmes de députés, et les maîtresses des ministres, et tout le monde. Seulement, elles ne le disent pas. Personne ne nous obligera à mettre au monde des enfants par force. La preuve, c'est que la loi de 1920 a beau continuer d'exister, eh bien les femmes, quand elles ont essayé d'avorter, elles vont jusqu'à en mourir, elles vont jusqu'à devenir stériles, mais elles le font. On était dans la campagne, dans le Berry, en zone libre. J'avais dit à mon amoureux, eh bien pour mon anniversaire, on va faire l'amour. Et puis évidemment, j'ai été enceinte tout de suite. Alors c'est là que mon père, il m'a fait avorter pour la première fois. Alors moi, j'ai été condamnée pour ça, à 2 ans de prison avec sursis, pour avoir fait un avortement illégal. C'était la démerde, quoi, ceux qui avaient de la chance et ceux qui avaient de l'argent. Et puis après, quand on s'était débrouillé tout seul, on essayait de dépanner les autres. La solidarité femme, elle a marché quand même là. Je me suis autorisée, si on peut dire, à faire des avortements sur mes propres amis. C'est une femme qui avait vécu la même chose, qui avait failli en mourir d'une septicémie, qui me donne cette adresse avec la consigne de me faire des piqûres d'antibiotiques. J'avais le sentiment d'être délinquante au sens premier du terme, c'est-à-dire hors de la société, mais pas en faute, hors d'eux. C'est la grande expérience de ma vie, c'est une épreuve initiatique, c'est-à-dire que je ne serai plus jamais pareille après. Les médecins, ils étaient pris, ligotés par la loi, et leur attitude oscillait entre le mépris, la violence, et du moins ceux que j'ai rencontrés. Mais elle existe toujours plus ou moins, cette loi du silence. On n'allait pas jusqu'aux détails. Or, ce sont les détails qui tuent. Ce sont les détails qui sont affreux. On m'a laissé le fœtus pendant 2 jours dans la clinique, dans le bidet. Ça m'a complètement traumatisée. Alors, j'ai fait une dépression pendant 6 mois qui ont suivi. J'étais complètement retournée. Bon, 2 ans après, je me suis retrouvée enceinte. J'ai cherché encore une solution et je voulais pas passer par où j'étais passée, puisque la fois d'avant, également à la clinique, j'avais fait une hémorragie. On s'était trompé de groupe sanguin quand on m'avait fait la transfusion. On m'a donné les coordonnées pour aller en Hollande.
On passe tous à la chaîne, c'est-à-dire on nous fait une piqûre, etc. Du fait qu'on ne nous endort pas parce qu'on est très nombreuses et qu'ils font un peu ça à la chaîne, on sait que pendant un quart d'heure, on va un peu déguster. J'avais 17 ans. J'ai eu faim, elle faisait ce dange, mais j'en fais pas un fromage, hein, j'en fais pas, j'ai jamais dramatisé. Elle m'a posé sur une table de cuisine. Mais oui, mais mais c'est pas, tout dépend ce qu'on en fait de cette table de cuisine. Et elle m'a posé une sonde, et puis après, rien, j'ai expulsé chez mes parents. Ma mère n'était pas là, mon père était là, il n'a pas posé de questions. Et là, je me dis, c'est un vrai communiste. Alors, il a fallu que je me débrouille par moi-même. Bon. Comment du bricolage, maintenant quand j'y pense, je me demande comment je fais pour être là en ce moment. Est-ce que vous avez voulu vos 7 enfants? Non. Oh non, on ne désire jamais beaucoup d'enfants. C'est dur à élever les enfants, vous savez. Puis en plus, on est esclave aussi. Vous avez pratiqué un avortement? Oui. Combien de fois? 2 fois. Vous n'avez pas eu peur du tout? Du tout, non. C'est vous-même qui voulez le provoquer? Oui, oui, oui. En principe, ça se passait le vendredi soir. Pourquoi le vendredi soir? Parce qu'on pouvait avoir samedi et dimanche pour saigner, et le lundi matin, elle repartait travailler. C'était atroce. Je vous rappelle que c'était la cause de mortalité la plus importante pour les femmes entre 18 et 50 ans. On avait peur de 2 choses. On avait un peu peur des flics, c'est vrai, et on avait aussi un peu peur qu'il nous arrive quelque chose avec la femme qu'on avortait. Alors, on s'était organisé. Moi, c'est une autre jeune femme qui m'a appris, qui l'avait appris d'un médecin. Il y a des médecins qui sont mouillés à ce moment-là, parce qu'il fallait se fournir du matériel. On n'avorte pas quand même sans matériel. Et les mecs de mon immeuble ont été vraiment très très chouettes, parce que je me souviens qu'ils avaient été acheter au puce un moteur de frigidaire pour 85 francs. Ils l'ont trafiqué, je ne sais pas, mais le moteur m'a fait un aspirateur Karman extraordinaire. Ce qu'il fallait, c'était ouvrir le col absolument. Et c'était ça qui est le plus difficile, parce qu'un col est extrêmement fermé. Il y en avait qui connaissaient aussi le curetage à vif. Il y en a quelques-unes qui ont eu droit à des curetages à vif. Il fallait les punir pour avoir péché. On ne le disait pas comme ça, mais vous êtes des salopes. C'est vrai qu'on partait en guerre, mais on avait quand même très peur. On s'était rendu compte que c'était la désobéissance civique. Mais il fallait être nombreux. Et qu'on allait réussir que comme ça. Et que les femmes qu'on avortait, il fallait qu'elles puissent témoigner, celles qui voulaient bien, pour pouvoir dire aux journalistes, voilà, dans tel hôpital, tel jour, à telle salle, on va faire un avortement Karman. Et que la femme, en sortant, elle disait, voilà, j'ai avorté. C'était plus tenable. C'est ça la désobéissance civique. Il y a un moment où c'est plus tenable. En février de l'année 1973, il y a 50 ans, dans un manifeste, 331 médecins revendiquent avoir pratiqué des avortements et se déclarent pour la liberté de l'interruption de grossesse. Les signataires réclament une modification de la loi pour que l'avortement devienne un acte médical normal remboursé par la sécurité sociale. Chose faite en 1975 grâce au vote par l'Assemblée nationale du projet de loi de Simone Veil. Écoutons d'ailleurs un extrait du discours de Simone Veil qui défend l'avortement devant l'Assemblée nationale. Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager? Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et autant que possible en dissuader la femme. Nous pensons ainsi répondre aux désirs, conscients ou inconscients, de toutes les femmes qui se trouvent dans cette situation d'angoisse, si bien décrite et analysée par certaines des personnalités de votre commission spéciale a entendu au cours de l'automne 1973. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe?
La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état, trop souvent elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse? Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin? Pour affirmer ces dires, écoutons le premier témoignage. J'ai 40 ans, j'ai eu recours à une IVG il y a 10 ans de ça. À l'époque, j'étais sur le continent, en couple avec le père de mes enfants. À l'époque, nous n'avions pas d'enfants. C'était le début de la relation et on avait une contraception pas vraiment maîtrisée. Après, j'avoue que comme je voyais tout le monde avoir des difficultés à tomber enceinte autour de moi, je me disais que quand bien même s'il y avait des ratés, le risque était faible. Mais c'est raté. Je suis tombée enceinte. Lui, il avait été très clair sur la chose. Il avait dit qu'il ne voulait pas d'enfant, que c'était pas le moment pour lui, chose que je comprenais. Et moi-même, je ne me sentais pas prête à ce moment-là à devenir maman, à être maman. Donc du coup, l'option a été de suite de pratiquer une IVG. Du coup, je suis allée dans un centre de planning familial. Et là, s'en suivit une série de 3 rendez-vous. Je savais que j'étais enceinte parce que j'avais un retard de règles et que j'avais fait un test. Du coup, je m'étais rapprochée du planning familial le plus proche de mon domicile. Là, s'en suivit une série de rendez-vous sur 15 jours, sur 2 semaines. Et le premier rendez-vous, c'était avec un gynécologue, une échographie pelvienne pour vérifier le rythme cardiaque du fœtus. Alors, avec du recul, je trouvais ça dingue parce que il a mis le son pour que j'entende le rythme cardiaque et j'ai pas vraiment trouvé ça nécessaire dans le sens où je savais ce que je voulais et je me mets à la place de quelqu'un qui n'était pas forcément certain de son choix ou pas vraiment à l'aise avec la chose. Je comprends pas la nécessité de faire ça. Bref. Ensuite, c'était rendez-vous avec une psychologue pour un peu jauger la situation. Et au final, il y avait ensuite un autre rendez-vous, c'était la seconde semaine, pour, si je me souviens bien, prendre le médicament pour arrêter l'activité cardiaque du fœtus. Et ensuite, aller dans une clinique où, franchement, je ne me souviens plus, ou un dispensaire, j'en sais rien, où nous étions plusieurs. C'était une matinée, il fallait réserver une matinée, se réserver une matinée. Et là, on nous donnait un médicament qu'il fallait ingérer sur place pour expulser le fœtus. Du coup, j'étais avec 2 autres personnes dans mon dortoir, donc nous étions 3. C'était vraiment très, très particulier. Il y avait comme une espèce de gêne. On ne s'est pas adressé la parole, on ne s'est pas regardé. Je ne connais les prénoms de personne de ce jour-là. Et en fait, on nous avait prévenu que du coup, il y aurait des douleurs et des saignements. C'est tout. Il ne s'est rien passé me concernant, donc je suis rentrée chez moi. La condition, c'était que quelqu'un me ramène chez moi. Et du coup, c'est chez moi que tout s'est produit. Et je ne m'attendais pas à ça. En fait, j'ai l'impression que pour le coup, je n'avais pas du tout été préparée. Et que j'avais presque l'impression que c'était intentionnel et que il fallait que tu sois blessée dans ta chair. Donc en fait, là où moi j'avais juste prévu des serviettes hygiéniques parce qu'on nous avait prévenu, pas de tampons, effectivement, il faut que ça soit expulsé et ça va saigner. C'était abominable. J'avais mis des serviettes à plus pouvoir. J'avais enfilé un caleçon de mon mec. Et j'avais mis par-dessus un sac poubelle où j'avais découpé 2 trous pour les jambes tellement c'était hémorragique. Et c'était douloureux. C'était des grosses règles parce qu'en fait, c'était une espèce de simulacre d'accouchement en fin de compte. Donc, je me suis retrouvée pliée de douleur en 2 chez moi. Et j'ai fini par expulser le fœtus dans mes toilettes. Voilà. Et après, il faut que la vie reprenne. Du coup, le lendemain, je suis retournée bosser parce que j'avais pu poser qu'1 jour pour cette fameuse journée. Et encore, j'ai eu de la chance parce qu'on nous avait dit que tu pouvais expulser entre 24 et 48 heures et qu'au-delà, il fallait aller voir les urgences. Donc moi, j'ai eu de la chance, ça s'est fait dans la journée. Mais quand même, le lendemain, tu as encore des pertes.
t'es pas bien, quoi. Ben non, tu dois retourner travailler parce que t'as pas d'arrêt maladie. Enfin, moi, j'en avais pas en tout cas. Et je suis retournée bosser avec les pertes, avec la fatigue. Et puis en plus, sans le dire, parce que j'étais dans un milieu où je savais que c'était quelque chose qui n'était pas du tout accepté. J'avais juste pas du tout envie de devoir me justifier ou d'être jugée ni rien. C'était vraiment ma sphère privée. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont je parle pas que j'en ai honte, parce que j'ai eu la chance d'être élevée dans un milieu où, assez, assez moderne, sur tout ce genre de choses. Mais je me rends compte en parlant autour de moi que c'est quelque chose qui n'est pas du tout intégré encore, quoi. Il y a un certain tabou vis-à-vis de ça. Et j'ai eu encore beaucoup de chance parce que l'avortement peut se faire que dans les 6 ou 7 premières semaines, je sais plus. Et du coup, moi, je m'en suis rendu compte, bon, à la fin du premier mois, donc tu avais déjà 4 semaines de passé. Et après, tout se fait sur 15 jours. Donc si j'avais raté à quelques jours près, j'étais hors délai et ça passait pas. Et donc du coup, j'étais pile poil dans les clous. Et là aussi, j'ai eu de la chance, c'est que l'année d'après, le planning familial, faute de moyens, devait être fermé pendant les vacances. Et moi, c'était tombé en pleines vacances estivales. C'est-à-dire que l'année d'après, j'aurais rien pu faire. J'ai eu beaucoup de chance et ça m'a rendue tellement triste l'année d'après quand j'ai vu que la chose était beaucoup plus complexe. Moi, je suis passée à travers, alors que c'est un droit, c'est un accès, on y a droit. Et je me dis que les personnes d'après, elles ont peut-être dû subir une situation qu'elles n'avaient pas du tout voulu. Et j'estime que j'ai eu aussi beaucoup de chance parce que j'étais entourée. Mon compagnon travaillait beaucoup, ensuite il est parti en déplacement, mais il était là au premier rendez-vous. Ensuite, mon meilleur ami m'a accompagnée, ma meilleure amie aussi, et puis j'étais sûre de ma décision, c'était pas tabou, c'était assumé. J'ai eu cette chance-là. J'ai une amie qui, quand elle est tombée enceinte, la question de l'IVG s'est posée parce que son compagnon ne voulait pas en entendre parler, mais l'a laissé gérer seule. Elle a eu 9 rendez-vous, 9 rendez-vous, c'est-à-dire que je l'avais en larmes au téléphone à chaque sortie de rendez-vous parce qu'elle me disait j'en peux plus, j'arrête, j'en peux plus, j'arrête. Et des psys et des machins. Et je lui ai dit mais non, mais continue, c'est pas possible. De toute façon, tu peux pas élever un enfant dans ces conditions-là. Mais 9 rendez-vous, mais c'est d'une violence. Et d'ailleurs, on n'en a plus jamais reparlé parce que ça a été traumatisant pour elle. Je tenais à témoigner pour que celles qui veulent le pratiquer un jour sachent factuellement comment ça se passe, qu'elles soient informées, et aussi pour que ceux qui parlent d'avortement de confort voient bien qu'il n'y a rien de confortable. Un grand merci à toi pour ce témoignage. Pour apporter une petite précision sur l'avortement de confort entre guillemets, il s'agit d'un terme utilisé par Marine Le Pen, notamment en 2012. Bref, on est d'accord que c'est pas ouf de se dire qu'on doit avorter. Ce n'est pas un moment de plaisir ni un truc fun que l'on se programme entre femmes. Tiens, et si on allait avorter le mois prochain ? Et toi, Catherine, tu vas faire quoi ce week-end ? Oh, moi je vais avorter, j'ai bien envie là, mais c'est juste pour le confort, hein, t'inquiète. Bref, revenons à Stéphanie qui va nous parler à présent du réseau Riemann et du motif de son existence. Donc le réseau Riemann, c'est un réseau assez ambitieux finalement, qui a été élaboré. Les textes ont été signés, les conventions ont été signées en 2022. Mais c'est un travail de longue haleine. Donc pour ma part, qui a commencé en 2019, je ne l'ai pas élaboré seule, bien sûr, mais beaucoup en duo avec ma consoeur Patricia Pietri, qui est mon homologue bastiaise. Et le but, en fait, ça a été de créer une entité qui permette à toutes les femmes, quel que soit leur revenu ou leur âge, sans aucune condition de ressources, de leur permettre d'accéder de façon équitable, gratuite et anonyme si elles le souhaitent, à la contraception, la consultation de santé sexuelle et à l'avortement. Donc à l'IVG médicamenteuse. On est parti sur les bases de réseaux qui étaient déjà préexistants sur les anciens conseils généraux, donc de Haute-Corse et de Corse du Sud. Et on a utilisé les travaux qui avaient déjà été faits par d'autres personnes avant nous pour mettre en place ce réseau.
Ce réseau a quelque chose d'assez unique, c'est qu'en fait, il existe pas mal de réseaux sur le continent. Il y a le Révo, le Révoc, donc le Révo à Paris, le Révoc en Occitanie, qui sont des réseaux qui proposent, en fait, qui ne coordonnent pas vraiment en fait les soins. Ils informent les femmes de leurs droits, des conditions de prise en charge de l'IVG. Ils sont d'ailleurs essentiellement axés sur l'IVG et ils informent aussi des lieux où elles peuvent se rendre et des démarches qu'elles peuvent faire. Mais ils ne proposent pas des professionnels qui travailleraient ensemble en réseau et puis sans avance de frais pour ces femmes-là, en fait. Donc l'intérêt, c'est que quand les femmes voient le logo du réseau RIMAN chez un professionnel de santé, donc ça peut être donc un médecin généraliste, un gynécologue, une sage-femme, les pharmacies, les laboratoires, et certains radiologues et les échographistes, eh bien, les femmes savent que dès l'instant où elles adhèrent à ce réseau, donc elles adhèrent chez les professionnels de santé, et dès qu'elles ont leur carte d'adhésion, en allant chez ce professionnel-là, pour tous les soins et la médication en lien donc avec la contraception, l'IVG et la santé sexuelle en général, pour tous les dépistages, eh bien, elles n'auront pas à avancer de frais ni à donner leur carte vitale. Donc elles pourront, leur anonymat si elles le souhaitent, alors c'est un anonymat administratif bien sûr, mais ça pourrait être tout à fait respecté et surtout elles n'auront pas avancé de frais. Donc nous on l'a voulu ce réseau à la demande de notre directrice, le docteur Carlotti. On a voulu un réseau le plus inclusif possible, donc qui s'adresse à toutes les femmes, les majeures, les mineures, qu'elles aient une assurance sociale ou pas, qu'elles souhaitent l'anonymat ou pas. Là, ça fait 2 ans que c'est en place, ça se met en place doucement, parce que ça demande du temps, surtout qu'on a eu quand même le Covid qui nous a mis un sacré plomb dans l'aile. Mais on se rend compte que ce réseau est dans l'immédiat surtout utilisé par des femmes majeures qui demandent le secret et l'anonymat. Parce qu'en fait, la loi en France est relativement bien faite. Alors jusqu'à 18 ans, on peut prétendre de façon anonyme et gratuite à la prise en charge de sa contraception, de l'IVG et de la consultation santé sexuelle. Ça, c'est la loi. À partir de 18 ans et un jour, on peut continuer à avoir une prise en charge gratuite, mais ça, c'est que jusqu'à 26 ans, pour ce qui concerne la contraception. À partir de 26 ans, il n'y a plus de gratuité, et à partir de 18 ans, il n'y a plus d'anonymat, en fait. Concernant l'IVG, il y a eu des grosses avancées de fait là très récemment, donc ça c'est plutôt chouette de la part des caisses d'assurance maladie. L'IVG maintenant est prise en charge de façon anonyme et gratuite, y compris chez la majeure, sans restriction d'âge. Donc en fait voilà, le réseau au départ il a été créé parce que toutes ces lois-là n'existaient pas. Là c'est vrai que nous on proposait ça et les lois des caisses maintenant proposent des choses qui sont très similaires à notre réseau. Néanmoins il reste quand même très intéressant pour tout ce qui concerne la contraception. Puisque là c'est vrai comme je le disais, la contraception c'est anonyme et gratuit jusqu'à 18 ans, c'est gratuit jusqu'à 26 ans mais pas anonyme. Donc on se retrouve parfois avec des femmes qui ont envie de garder leur anonymat, notamment des étudiantes. Quand des fois on a 18 ans et un jour et on est toujours sur le régime de ses parents et on n'a pas forcément envie que ses parents soient informés de ce type de consultation pour plein de raisons. Mais en tout cas, voilà, c'est intéressant du coup d'adhérer au réseau pour la contraception. Au moins, et puis pour la prise en charge de l'IVG chez la patiente qui est migrante, qui n'a pas encore d'assurance sociale ou qui est encore en réinsertion dans la société, c'est vraiment important de permettre à ces femmes d'avoir une santé de qualité. Mais pourquoi garantir l'anonymat pour les femmes qui désirent avorter ou encore avoir une contraception ? Il me semble important de parler de violences sexuelles et du mythe du devoir conjugal avec Michel. Nous t'écoutons. Alors, une violence sexuelle, c'est vraiment
tout acte posé sur une personne d'ordre sexuel, c'est-à-dire attouchement, viol, etc., sans consentement, bien entendu. Ça peut être par la force, mais pas seulement. Ça peut être aussi par intimidation, par violence psychologique. Ça peut être aussi par relation d'emprise, parce que bon, souvent les enfants, malheureusement, il n'y a pas forcément toujours des violences. Voilà, quand c'est des parents, par exemple, qui font des violences sexuelles envers leurs enfants, il n'y a pas forcément de violence physique. Des fois, c'est vraiment la relation d'emprise qui amène à ce que voilà, ça se passe comme ça et ce que l'enfant trouve ça normal. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, donc la femme était la propriété de l'homme. Donc effectivement, c'est ancré depuis des décennies et voilà, des très longtemps. Donc effectivement, c'est très difficile. Donc on essaye d'en parler au maximum pour sensibiliser les gens. Mais voilà, effectivement, on a beaucoup, enfin, on a du mal à travailler, enfin, à faire reconnaître ça parce que effectivement les gens peuvent reconnaître un viol, mais ils ont du mal à reconnaître un viol conjugal alors qu'il représente quand même quasiment un viol sur deux, donc, ce qui est énorme. Donc voilà, c'est vraiment un long chemin encore qui nous reste à faire, mais voilà, on est là pour ça en tout cas. Pour l'identifier, alors, c'est vrai que souvent, ça va avec une relation d'emprise. Ça peut aller aussi avec des violences physiques, mais souvent, c'est une violence psychologique. Donc, on peut voir la personne, pareil, qui se replie sur elle-même, qui fait pas grand-chose sans son mari, qui est très dépendante de son mari. Ça peut, voilà, être, euh, être comme ça. Mais souvent, de l'extérieur, c'est très difficile comme ça à le voir. Après, en tant que professionnel, c'est par la discussion, petit à petit, on peut se rendre compte, voilà. Mais même malgré ça, on peut, par exemple, prendre en charge une personne pour des violences psychologiques et ça peut prendre énormément de temps pour que la personne puisse en parler. Donc voilà, c'est très délicat comme sujet. Ici, on parle du Code civil français de 1804, code dit Napoléon, qui inscrit l'enfermement des femmes au sein de la famille. Considérées comme des mineures, elles sont soumises jusqu'en 1970 à l'autorité du père et du mari. Bref, la femme et ses entrailles sont à la propriété de l'homme. En 1810, le devoir conjugal est obligatoire. Mais alors, est-ce pour cela que l'on n'arrive pas à identifier le non-consentement dans les rapports sexuels en couple, Michel ? Parce qu'en fait, c'est vraiment inscrit dans les mentalités. Donc voilà, ça a été l'évolution de la position de la femme au fil du temps qui a fait qu'on en est arrivé là. Mais effectivement, la femme, comment dire, beaucoup d'hommes se sentent encore supérieurs aux femmes. Malheureusement, voilà, c'est pas contre eux, c'est vraiment la société qui a fait que ça se passait comme ça. Et donc, voilà, on a vraiment comment dire, ce sujet vraiment comment dire, au sein de tout le mythe sur le consentement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est marié, il y a ce devoir conjugal en fait que la femme doit remplir parce que jusqu'à maintenant c'était inscrit dans les mœurs, quoi, se dire voilà. Et donc c'est très difficile de faire entendre, mais pour les hommes comme pour les femmes, même beaucoup de femmes ont du mal à comprendre ce qu'est voilà, le devoir conjugal et qu'en fait, le devoir conjugal n'existe pas. Et, et voilà, c'est pour ça que c'est très difficile, même en tant que victime, de se reconnaître là-dedans parce qu'il faut pouvoir sortir de ça. Parce que, en fait, le consentement est quelque chose de très large. C'est pas seulement le fait de ne pas vouloir. Ça, c'est clair et net. Voilà, à partir du moment où c'est non, c'est non. Mais il y a aussi, en fait, voilà, cette histoire de devoir conjugal où beaucoup de femmes, en fait, se forcent parce qu'elles ont l'impression de le devoir en fait à leur mari. Et donc effectivement, elles vont pas le vivre forcément comme un viol parce qu'il n'y aura pas eu de violence, il y aura pas eu, voilà, ça n'a pas été forcé, mais elles se forcent elles-mêmes. Donc c'est quand même un rapport sans consentement. Donc voilà, l'histoire du consentement est assez large, assez difficile vraiment à définir parce qu'on ne connaît pas enfin, exactement où se situe la limite. Voilà, enfin, c'est assez compliqué. Donc, effectivement, en tant que femme, beaucoup de femmes, là, j'ai plus les chiffres, mais en tout cas, il y a, alors, je vais essayer de trouver, voilà, 33% des femmes interrogées ont déjà eu un rapport sexuel suite à l'insistance de leur partenaire, alors qu'elles n'en avaient pas envie. Donc, c'est quand même
c'est quand même énorme. Voilà, certaines se forcent d'elles-mêmes et qu'il y a quand même 33% des femmes qui se sont forcées après l'insistance de leur mari. Alors voilà, c'est très compliqué à le comprendre en tant qu'homme et en tant que femme. On entend depuis quelques jours d'ailleurs les propos aberrants de Thibaut et Jessica de la télé-réalité. Écoutons l'extrait. Jess, est-ce que tu t'es déjà forcée de passer à l'acte? Oui, bien sûr. Évidemment que je me suis déjà forcée. Et moi aussi, je l'ai forcée aussi. Thibaut en prison après cette vidéo. Non, je me suis déjà forcée, mais c'est le démarrage où je me force. Et puis après, ça, comme je vous ai dit, il arrive toujours à me stimuler et à me mettre bien. Donc s'il a envie, il vient vers moi, je ne vais pas lui dire « Ah non chérie, pas du tout, touche pas ». Non, ça n'arrive pas qu'elle me repousse. Non. Ça, je le prends mal sinon. Pauvre chou, il prend mal. Donc, un viol conjugal, c'est bien mieux en effet que d'éviter d'avoir un ego mal placé. Cet extrait peut être considéré comme une banalisation du viol conjugal, donc on reprend. Vous n'avez jamais à vous forcer pour un rapport sexuel sous prétexte que votre partenaire le souhaite. Vous avez le droit de dire non. Il s'agit simplement du consentement. S'applique aussi bien évidemment lorsque l'on est en couple. Et s'il ou elle n'est pas contente, il ou elle peut prendre la porte. Merci, mais non merci. Je voudrais rajouter que, en fait, souvent, quand on entend violence sexuelle, c'est vrai violence sexuelle conjugale, on comprend mari et femme. Alors qu'en fait, c'est vraiment au sein du couple. Et effectivement, il y a même des mineurs de 16-17 ans qui sont en couple. Et c'est donc effectivement une violence sexuelle conjugale. On a du mal aussi à le voir parce que voilà, on n'est pas marié, mais une violence sexuelle conjugale peut être aussi voilà, auprès des adolescents, auprès des étudiants, parce qu'à partir du moment où on est en couple avec la personne, c'est une violence conjugale. Et ça, voilà, c'est quelque chose à savoir. C'est pas uniquement les personnes mariées ou pas que c'est toutes les personnes en couple. Quand on parle violence conjugale, on parle aussi de coercition reproductive. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça signifie, Michel ? Oui, alors voilà, donc la coercition reproductive, c'est vraiment le fait de contrôler ou de forcer sa partenaire dans le but d'interférer dans l'orientation en fait contraceptive et productive. C'est-à-dire que c'est vraiment contrôler ou forcer une personne à prendre ou non une contraception, à tomber enceinte ou non. Voilà, c'est le contrôle sur vraiment tout ce qui est autour de la contraception et de la reproduction de la personne. Donc, en fait, il y a différentes manières dont ça se manifeste. Il y a tout ce qui est sabotage affectif. Donc, c'est cacher les pilules, distribuer les pilules contraceptives. Il y a aussi percer les préservatifs. Il y a utiliser la violence physique pour retirer un contraceptif. Il y a aussi, aussi le fait de ne pas soutenir financièrement sa partenaire dans l'achat d'une contraception afin qu'elle ne puisse pas l'utiliser. Et il y a aussi manipuler ou menacer pour que la personne ne les utilise pas. Donc ça, c'est tout ce qui est en rapport avec la contraception. Après, il y a aussi tout ce qui est la pression relative à la grossesse. Donc, c'est mettre la pression, menacer ou blesser sa partenaire afin qu'elle n'utilise pas de moyens contraceptifs pour qu'elle tombe enceinte. Et après, donc, il y a la coercition lors de la grossesse. C'est menacer sa partenaire qui ne désire pas être enceinte ou à l'inverse, la blesser, afin soit de provoquer une fausse couche, soit de forcer à interrompre sa grossesse pour qu'elle ne la poursuive pas. Disons que maintenant, heureusement, il y a beaucoup plus de dispositifs et d'aides pour les jeunes, mais voilà, les contraceptions, certaines sont assez coûteuses et effectivement, voilà, ça peut être un moyen de contrôler la partenaire, de pas aider financièrement, alors que c'est le rôle de l'un comme de l'autre. Ça les concerne tous les deux. Il y a aussi le fait de retirer le préservatif, on entend beaucoup parler, surtout chez les jeunes, du coup. Et voilà, ça, c'est quelque chose dont on entend parler. Après, les violences physiques pour provoquer une grossesse, ça aussi, ça arrive lorsque le partenaire frappe la femme au ventre, etc. Et aussi, forcer à interrompre une grossesse, aussi, on en entend, on n'en entend pas beaucoup parler parce que c'est quand même quelque chose d'assez tabou, mais effectivement, ce sont des choses qui arrivent. Écoutons un nouveau témoignage qui aborde la coercition reproductive.
Donc, il y a quelques années, j'ai été en couple avec un garçon plus âgé que moi. Lorsqu'on s'est rencontrés, j'avais 23 ans. On a passé 3 ans ensemble. Donc, c'était une relation assez remplie de ruptures et de réconciliations. Et à la dernière année, en fait, j'ai arrêté le contraceptif parce qu'en fait, je supportais pas les hormones, j'avais trop d'effets secondaires. Il était au courant et il était OK, en fait, pour avoir un bébé. Et du coup, voilà, pendant plusieurs mois, on a fait plus ou moins en sorte d'avoir un bébé. Donc, j'ai fini par tomber enceinte la dernière année. Et lorsque je suis tombée enceinte, il a finalement préféré me faire avorter, en fait. En fait, voilà, c'était assez compliqué parce que devant les gens, devant sa famille et tout, il disait qu'il était content qu'on allait avoir un bébé, même devant sa petite nièce qui avait 4 ans, il disait que sa tata, elle allait avoir un bébé et tout. Et quand on était tous les deux, il était extrêmement méchant, il voulait me forcer à avorter. Donc ça a été très difficile. J'ai fini par avorter du coup parce que je ne me voyais pas avoir un bébé dans ce genre de famille, on va dire. Et du coup, voilà, j'ai avorté. Et en fait, pendant l'avortement, j'ai subi un viol en fait pendant l'avortement. Donc voilà, c'était un petit peu compliqué. Après, le problème, c'est qu'en fait, l'avortement n'avait pas fonctionné. Donc, en fait, le viol, je l'ai un peu mis de côté dans ma tête, je l'ai complètement zappé et je me suis concentrée pendant plusieurs mois sur l'avortement parce que donc j'ai avorté en septembre 2019 et j'ai terminé réellement d'avorter en fin novembre 2019 du coup. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois parce que je n'arrivais pas à avorter, je prenais les médicaments mais je n'arrivais pas à avorter. Donc j'ai fait plusieurs tentatives. Je me suis du coup, au bout d'un moment, en fait, le médecin m'a donné une pilule pour déclencher des règles. Et je me suis retrouvée en fait à avorter un jour sur le canapé de ma meilleure amie lorsque j'ai pris son bébé dans mes bras. Et j'ai fini dans la baignoire, en fait. Et voilà, j'étais recouverte de sang. Donc, cette situation est assez traumatisante. Donc, voilà, ça a duré plusieurs mois. Ça a été très long et très difficile, très douloureux aussi. Et voilà, du coup, mon cerveau a dû faire un choix sur le traumatisme à traiter en premier. Donc, il a d'abord traité l'IVG. Sachant qu'à ce moment-là, avec mon ex, c'était assez compliqué parce qu'il avait disparu, il ne me répondait plus, je lui disais que j'étais encore enceinte, il me bloquait de partout et le peu de fois, la fois où j'ai réussi à l'avoir au téléphone, il me disait, il me demandait en quoi c'était son problème en fait. Donc voilà, ça a été très long et très difficile et il m'a fallu plusieurs années pour m'en remettre. Et quelques mois après, du coup, j'ai commencé à avoir des flashs qui sont venus par rapport à mon viol. Donc, effectivement, en fait, quelques jours après mon avortement, donc quand je perdais encore beaucoup de sang et il fallait surtout pas en plus avoir de rapports sexuels pour risque d'infection. Bon, en fait, j'étais encore enceinte, du coup, je ne le savais pas. Donc, effectivement, j'ai subi un viol de la part de mon ex et il m'a fallu plusieurs années pour réussir on va dire, à accepter que c'était un viol. Et là, du coup, je suis en plein dépôt de plainte. Donc, voilà. Alors, en fait, voilà, déjà, le problème, c'est qu'il y avait vraiment cette IVG en premier qui n'était pas voulu et qui, non seulement, donc, un IVG est traumatisant, mais le mien a duré 3 mois. Donc, je ne pouvais pas me concentrer sur tout. Donc, ça a été vraiment déjà un déni. Et ensuite, quand c'est revenu, en fait, ça revenait par flash et puis ça disparaissait. Je m'en rendais compte et puis ça disparaissait. Et c'était vraiment, oui, difficile. En fait, j'arrivais pas à me rendre compte que c'était un viol. Déjà, en tant que personne, on va dire en tant que femme, quand j'étais jeune ou quoi, je m'étais déjà peut-être demandé, en tout cas, posé la question sur l'IVG, etc. Mais c'est vrai que jamais de ma vie, je m'étais dit,
un jour je vais me faire violer, quelle serait ma réaction? Donc c'était impossible en fait pour moi que ce soit un viol. Et effectivement, le fait que ce soit mon ex-copain et le père de mon bébé, c'était d'autant plus traumatisant. Enfin, c'était impossible à concevoir. Sachant que du coup, j'en parlais à personne. Donc en fait, mon cerveau, il voulait pas. Non, il voulait pas entendre que c'était un viol et que c'était lui qui m'avait violée. Il a fallu que j'en parle et il a fallu énormément de temps pour que j'arrive à poser le mot viol et qu'effectivement que j'arrive à accepter que ce soit donc mon conjoint, oui, qui ait pu me violer. Alors, oui, c'était en fait, comment dire, en fait, au départ, donc moi, je voulais vraiment pas du tout avorter. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour essayer de le convaincre. Mais effectivement, quand j'ai vu, parce qu'en fait, quand j'étais enceinte, il est devenu vraiment très violent, très agressif. Et c'est là que j'ai compris que je pourrais pas avoir de bébé dans cette situation, que je pouvais pas lui faire vivre ça. Donc, en fait, j'ai accepté malgré moi, on va dire, pour le bébé et pour moi, pas qu'on ait cette vie-là. Et ça a été, en fait, ça a été très difficile. Je suis allée une première fois pour essayer de prendre des cachets. Donc, je suis allée à l'hôpital et j'ai pas réussi. Donc, je suis rentrée à la maison et c'est là qu'il a été d'autant plus insistant. Et donc, j'ai dû y retourner une semaine après. Je les ai pris vraiment à contre-cœur. Ça a été vraiment très difficile. Et bon, j'en souffre toujours aujourd'hui. Je suis un petit peu traumatisée. Normalement, je travaille dans la petite enfance, auprès des enfants, on va dire. Et en tout cas, tout ce qui est petite enfance, ça a été très difficile de me rapprocher, enfin de retourner près des enfants, même de voir des femmes enceintes. Dans ma famille aussi, ça a été très difficile. Voilà, sachant qu'en plus, du coup, ça a duré 3 mois où toutes les 3 semaines, je retournais chez le médecin, il me refaisait une écho, il me disait, je suis désolée, mais vous êtes toujours enceinte. Et j'étais seule dans cette épreuve, donc oui, c'était vraiment, vraiment traumatisant. Et toujours d'aujourd'hui, même si ça va mieux, voilà, ça fait 4 ans, je n'ai toujours pas d'enfant et je ne sais pas, j'espère un jour pouvoir en avoir un, mais c'est très difficile. Ce que je pourrais rajouter, c'est juste que un IVG, c'est pas quelque chose comment dire, de commun. Malheureusement, ça laisse des traces. Peu importe, voilà, ce qu'on dit, ça laisse des traces, de toute façon. C'est vrai que pour moi, avoir porté un bébé pendant plus de temps a été une expérience quand même magnifique. J'ai su ce que c'était d'avoir un enfant, enfin, naître en soi, du moins. Et voilà, ça laisse des traces à vie. Après, je ne suis pas contre l'IVG parce qu'effectivement, dans certaines situations, c'est la seule solution, que ce soit pour la personne ou pour le futur bébé, des fois, c'est la seule solution. Donc, je ne suis pas contre, mais voilà, il faut savoir que ça laisse des traces à vie. Et voilà, aujourd'hui, donc, j'en suis toujours traumatisée, en tout cas, même si je travaille dessus. Et aussi, voilà, tout ce qui est viol conjugal, effectivement, donc le viol est quelque chose d'assez tabou déjà en général, mais le viol conjugal d'autant plus parce que c'est ancré un peu dans les mentalités le devoir conjugal est ancré dans les mentalités alors que pas du tout. Et voilà, et oui, il existe effectivement des viols conjugaux et c'est d'autant plus difficile à en parler. En tout cas, merci beaucoup parce que c'est très courageux à toi d'en parler, surtout comme ça lors d'un enregistrement. J'imagine que c'est vraiment pas quelque chose d'évident. Ouais, oui. Du coup, tu vois, je suis assez distante, Oui, tu vois, oui. je n'ai pas d'émotion, désolée. Mais non, mais je comprends tout à fait. Et je pense que les personnes qui écouteront cet épisode aussi comprendront que c'est un vrai traumatisme et qu'en tant qu'humain, en tant que femme, on fait des choix pour se protéger et je pense que tout le monde le comprendrait très bien. Pour reprendre un peu notre historique droit des femmes, en 2010, le Code civil Napoléon instaure le crime de l'avortement jusqu'à condamner à mort les femmes qui le pratiquent. En 1967, la contraception est autorisée sur prescription. En 1971, signature d'un manifeste de 343 médecins qui affirment avoir pratiqué des IVG.
En 1972 se tient le procès de Bobigny qui va relaxer une jeune femme victime de viol qui a avorté. En 1974, Simone Veil présente son projet de loi à l'Assemblée nationale composé de 9 femmes et de 481 hommes. En 1982, l'avortement est remboursé par la Sécurité sociale. En 2013, l'IVG est remboursée à 100% pour toutes les femmes et la contraception est gratuite de 15 à 18 ans. En 2022, ce droit est étendu à toutes les femmes jusqu'à 25 ans et enfin, en 2024, l'IVG est inscrite dans la Constitution. Article 34 de la Constitution. La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. La France devient le premier pays au monde à reconnaître dans sa constitution la liberté à recourir à l'avortement. Qu'en penses-tu, Stéphanie ? Alors moi je pense que c'est une avancée, c'est toujours une avancée en fait, d'ouvrir des possibilités, surtout sur le droit du corps des femmes. Moi, ce que je regrette un petit peu, c'est que cette loi, c'est pas la loi du droit à l'IVG, c'est la loi de la liberté à l'IVG. C'est très bien, mais j'aurais trouvé ça un petit peu plus... Ça aurait assis un petit peu plus de choses sur la... Enfin, il me semble, après ça c'est un point de vue assez personnel. C'est une grande avancée, attention, hein, moi je suis très contente, c'est toujours chouette les avancées sur l'IVG qui permettent plus et d'encadrer mieux et de protéger les femmes de ce droit-là. Mais c'est la liberté. Donc c'est super de protéger la liberté, bien sûr, mais néanmoins, ouais, si ça avait été le droit, ça aurait été peut-être un petit peu plus... Ça aurait assis un petit peu plus l'IVG dans notre Constitution. Bon, mais on va pas... Voilà, il faut c'est quelque chose d'important à faire. Malheureusement, on sait qu'il y a des pays dans lesquels c'était toléré, et puis d'un coup, il y a eu une remise en question et un retour en arrière sur la prise en charge, notamment sur la santé sexuelle des femmes. Et c'est jamais trop que de légiférer et inclure dans la Constitution, ça protège quand même. En effet, au départ, la loi devait être un égal accès à l'IVG. Et Gaëlle Descombes nous explique ce que ça veut dire dans son post du 29 février. Ce texte est assez transphobe puisque le mot « femme » n'est pas neutre et donc cette loi ne s'applique pas aux personnes trans. Le terme « liberté » plutôt que « droit » signifie aussi que les personnes dans les déserts médicaux auront toujours autant de mal à trouver un ou une praticienne qui lui dispenserait un IVG. Ça veut aussi dire, comme nous le disait tout à l'heure Stéphanie, que la clause de conscience de certaines médecins est autorisée également. La clause de conscience qui signifie en effet qu'un ou une médecin ou sage-femme n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse. Et enfin, selon Gaëlle Descombes, si la loi ne fait que déterminer la liberté des femmes à recourir à l'IVG, toute nouvelle loi qui restreindrait l'accès à l'IVG ne serait pas anticonstitutionnelle, dans cette version du texte. Bref, la liberté peut être restreinte là où le droit doit être garanti. Ce projet ne constitue pas réellement une protection institutionnelle, il s'agit un peu d'un leurre pour contenter tout le monde. Écoutons l'avis de féministes. Alors évidemment, l'inscription de l'IVG dans la Constitution, c'est une bonne chose. Après, ce qui me fait un peu peur, c'est que je me dis qu'il y a peut-être un loup, parce qu'il y a la clause de conscience des médecins qui prévaut sur l'acte. Donc en fait, je me dis oui, c'est peut-être juste un effet de com' et c'est pas complètement acquis et il va falloir continuer à être en veille et à réclamer ce droit. L'adoption du projet de loi constitutionnel garantissant l'interruption volontaire de grossesse est un moment historique. Pour revenir sur un petit peu de contexte, on a en été 2022 cette onde de choc qui vient secouer les démocraties tout au moins, puisque l'on assiste par la Cour suprême des États-Unis à la révocation du droit fédéral à l'avortement. À la suite de cela, plusieurs États prennent immédiatement des mesures pour interdire l'IVG sur le territoire américain. Donc cette décision a mis en évidence un danger, notamment
le fait que dans une démocratie comme les États-Unis, le droit à l'avortement, pourtant considéré comme acquis, peut être supprimé. Cela a suscité notamment des réactions en France pour renforcer davantage ce droit. On a donc la constitutionnalisation du droit à l'IVG en France, qui était une revendication de longue date pour les militantes, qui est chose faite. Donc l'avortement est désormais ancré dans le texte fondateur du système juridique français, la Constitution. Ce texte garantit la liberté des femmes à recourir donc à une interruption volontaire de grossesse et est juridiquement érigé au rang de liberté constitutionnelle au même titre que la liberté d'expression, de conscience ou d'association. Pour celles et ceux attachés au droit, évidemment, c'est un motif de fierté. Et c'est aussi, à mon sens, un signal fort envoyé au reste du monde, puisque c'est une première mondiale au niveau de la Constitution. Cela survient dans un contexte international et même européen où des pays comme la Pologne, la Hongrie, voire même l'Italie, ce qui nous parle peut-être plus en tant que Corse, subissent justement depuis des années des régressions sur les droits des femmes, notamment en ce qui concerne le droit à l'avortement. C'est donc un moment historique, un moment important. Toutefois, il y a des défis persistants malgré la constitutionnalisation. L'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution ne garantit pas notamment sa facilité pratique. Il y a des obstacles qui subsistent, plusieurs menaces planent encore sur ce droit en France, tant au niveau du système de santé que face à l'avancée des forces réactionnaires de plus en plus assumées et décomplexées. Il reste donc des raisons de se battre sur le terrain évidemment, mais aussi sur le plan juridique, puisque le prochain objectif serait donc d'inscrire l'IVG parmi les droits fondamentaux à Bruxelles. J'ai été émue de l'entrée de l'IVG dans la Constitution parce que la France est le premier pays à faire une telle chose et que à d'autres endroits ça régresse très fortement. Donc c'était très émouvant. J'ai l'impression que c'est principalement un symbole. En fait, voilà, c'est une entrée symbolique dans la Constitution. Je ne sais pas si en pratique ça changera vraiment quelque chose et si la sécurisation est vraiment totale. Mais symboliquement, j'ai trouvé ça très beau. Écoutons à présent un nouveau témoignage sur l'IVG. Bonsoir. Je ne pensais pas vous écrire, puis je me suis dit que tout témoignage est bon à prendre en ce qui concerne l'IVG, surtout chez nous. Déjà, je suis très contente que quelqu'un se mette à en parler, car malheureusement, ça reste beaucoup trop tabou. Je ne suis cependant pas très à l'aise avec le fait de faire entendre ma voix. J'ai eu recours à un avortement quand j'avais 19 ans. J'étais dans une relation abusive et malheureusement, je n'étais pas assez informée sur les risques de grossesse. Je me suis adressé au planning familial le plus proche qui m'a redirigé vers une sage-femme la plus proche. Après avoir procédé à plusieurs examens médicaux, celle-ci me confirme que je suis bien enceinte. Je lui stipule donc que je ne souhaite poursuivre ma grossesse et souhaite engager une IVG, ce qu'elle me déconseille car le fœtus est très probablement viable. Je lui explique donc qu'effectivement c'est dommage, mais que mon avis ne changera pas. Elle me fait quand même voir l'échographie et entendre, je suppose, le cœur. Je me retrouve donc à devoir prendre les fameux cachets après plusieurs essais de sa part de me dissuader. Je pars donc après avoir pris le premier cachet et avec une ordonnance pour avoir du Doliprane pour calmer la douleur. Le reste de l'avortement se passe relativement bien malgré la douleur. 6 mois plus tard, je me retrouve à retourner voir cette sage-femme à cause de douleurs monstrueuses dans le bas du ventre. Celle-ci me dit que jusqu'à 2 ans après avoir un avortement, c'est totalement normal. J'ai dû voir 4 médecins avant qu'on me fasse une échographie pour voir que j'avais plusieurs kystes aux ovaires et cela dure depuis plus de 3 ans. Cet avortement ne m'a pas vraiment traumatisé étant donné que je n'ai jamais vraiment eu envie d'avoir des enfants. Cependant, je n'imagine pas l'impact que cela aurait pu avoir sur quelqu'un qui rêve d'avoir des enfants et qui avorte pour une raison qui lui est propre. J'espère ne pas avoir été trop longue dans mes explications et j'espère que les prochaines générations pourront avorter et avoir les connaissances nécessaires sans être jugées ou rabaissées. C'était à Porto Vecchio.
Le planning familial a vraiment été très bien. Ils m'ont accompagné comme il fallait et ont répondu à toutes mes questions. C'est la sage-femme vers laquelle ils ont sous-traité qui a été très désagréable. Une sage-femme avec son propre cabinet. C'était fin 2021. Que penses-tu de cette pratique de faire écouter le cœur, Stéphanie ? C'est compliqué Enfin, c'est compliqué, peut-être à comprendre, mais je vais essayer d'être la plus claire possible. Moi, quand je reçois ces femmes, je sais que de toute façon, si j'étais pas là, elles trouveraient un moyen. Après, y a toujours la question philosophique et voilà, sur le droit à l'avortement. Moi, je pense qu'il faut accompagner ces femmes de façon à ce qu'elles continuent leur vie de la façon la plus sereine et la plus sécure possible. Donc, parce que ces femmes, ce sont des mères aussi, ou des futures mères, et il faut qu'elles puissent continuer leur vie de façon sereine et en sécurité et en santé. Moi, je pense que il faut déjà écouter le témoignage des patientes, ça c'est une chose. Il faut aussi écouter le témoignage de ces praticiens, parce que peut-être qu'il y a une incompréhension de leur part. Tu vois, moi après j'ai quand même un devoir de réserve sur. Enfin voilà, je peux pas me permettre de juger les pratiques de mes confrères et consoeurs. Moi, c'est vrai que ça me gêne. Après, je précise toujours sur mes ordonnances, pas de son et pas d'image, s'il vous plaît, merci. C'est écrit en gros, en fluo. Enfin, voilà, pour pas le voir, faut le faire exprès. Après, je pense que ces personnes-là, elles doivent se former, c'est tout. C'est un défaut de formation. Et si c'est justement, comme je le disais tout à l'heure, si c'est par rapport à leur conscience, à ce moment-là, il faut pas accepter de recevoir des patientes en demande. C'est tout simple. Enfin, il y a plein d'endroits où les professionnels font jouer leur clause de conscience. Il y a aucun souci là-dessus pour les échographistes comme pour tous les autres. Il suffit de le dire. Non, mais en fait, moi, je pratique pas d'échographie pré- et post-IVG. Ils ont le droit. Donc c'est dommage de ne pas se saisir de ce droit-là. Parce que malheureusement, leur comportement, il fera pas chuter le taux d'IVG, en fait. C'est un taux qui est incompressible. C'est comme ça. C'est les grossesses qui ne sont pas désirées. Et ce taux-là, il est stable et incompressible. Donc voilà, je pense que ce sont des personnes qui doivent se former mieux et se former plus. Et puis, le cas échéant, si vraiment, pour eux, c'est pas envisageable, moi, je peux comprendre, hein, y a des soins qu'on peut refuser de faire, faut pas les faire. Si les échographistes sont adhérents au réseau, c'est qu'ils sont quand même formés à ça et qu'a priori, ils sont OK avec cette idée. C'est obligatoire. Hein, quand on crée un réseau, on est obligé d'observer la pertinence et l'efficience du réseau. Donc nous, quand les femmes adhèrent, elles ont un questionnaire de satisfaction à nous retourner quand elles le souhaitent. Et du coup, ça tient compte, bien sûr, dans le questionnaire de satisfaction, il y a les modalités d'accueil, les modalités d'explication, la clarté des explications du praticien, la satisfaction du soin, de la prise en charge. Et le praticien aussi doit nous renvoyer des indicateurs d'observation. Ça, c'est plus nous pour les statistiques, pour voir un petit peu si on est raccord et à qui est-ce qu'on voit le plus dans le réseau. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a vu que c'était majoritairement des majeurs qui demandaient l'anonymat, qui demandaient à entrer dans le réseau. Pour compléter ce droit de réserve, c'est OK de ne pas pratiquer, surtout si c'est pour surtraumatiser la patiente, on s'en passe. Par contre, on peut refuser de pratiquer une IVG uniquement en orientant dans la région à un établissement ou un pratiquant qui est en mesure de répondre aux besoins locaux. Nous arrivons au terme de notre épisode. Il est maintenant temps d'écouter l'ouverture proposée par nos interviewés. Oui, une note positive, c'est que grâce au réseau, quand même, on va pouvoir proposer plus de lieux pour accompagner les femmes dans leurs consultations en santé sexuelle, que ce soit pour la contraception ou l'avortement, effectivement, ou même les dépistages.
puisqu'en fait, on a essayé de voir un maximum de professionnels de santé sur le territoire, même si, voilà, après le Covid, en fait, le réseau, quand il a été créé, c'était en plein Covid, donc ça a été compliqué de démarcher. Et puis, après le Covid, on a quand même une grande partie de la population des médecins et des sages-femmes, surtout des médecins, qui avaient été énormément sollicités pour le Covid. Et on a quand même des confrères et des consoeurs qui avaient plus de temps, donc leur rajouter en plus un travail de réseau, parce qu'en fait, c'est des professions libérales qui adhèrent. Pour certains, c'est pas envisageable et je le comprends. Donc en fait, du coup, on a un petit peu moins de partenaires que prévu, mais voilà, ça avance. Là, on est actuellement, on a un peu plus de 75 partenaires, donc c'est pas mal sur toute l'île, et on n'a pas fini. Donc voilà, je pense qu'on devrait arriver à une centaine de médecins, sages-femmes et pharmacies adhérents. Après, tous les laboratoires sont adhérents. Et concernant le réseau, en fait, les patientes, elles vont pouvoir savoir à qui s'adresser grâce à une page web qui sera accessible depuis le site de la collectivité, qui va recenser tous les praticiens adhérents au réseau. Donc les sages-femmes, les pharmaciens, les médecins, les laboratoires... et je n'oublie personne, je crois. Et puis, bien sûr, après, il y a tous les centres de santé sexuelle. Ça, évidemment, c'est les anciens centres d'éducation et de planification familiale qui sont devenus centres de santé sexuelle depuis 2 ans maintenant et qui proposent, bien sûr, la prise en charge gratuite et anonyme de la contraception et de l'IVG. Alors du coup, voilà, si vous pensez être victime de violences sexuelles, il faut surtout en parler, essayer de trouver le courage d'en parler parce que c'est vraiment ce qui va aider à avancer pour après pouvoir bénéficier d'une prise en charge, à en parler donc à n'importe quel adulte de confiance ou même un ami pour pouvoir après être orienté donc, dans tout ce qui est envers les professionnels, envers les associations et envers aussi du coup ce collectif. Si vous ne savez pas, vous pouvez aussi des fois laisser des messages en anonyme et tout. Donc vraiment surtout ne restez pas seul et parlez-en, c'est vraiment pour vous aider, parlez-en au maximum. C'est dans tout, ça regroupe que ce soit les violences sexuelles envers tous les enfants, les adolescents, etc. Aussi, la difficulté qu'il y a d'en parler, d'être reconnu, c'est aussi les sentiments négatifs qu'il y a face à ça, c'est-à-dire tous les sentiments de culpabilité, de honte que la personne peut ressentir, où elle se sent responsable de ça. Voilà, ça, c'est aussi, d'en parler, c'est aussi le moyen d'en sortir, parce que malheureusement, on n'est pas responsable de ce qui nous arrive. Enfin, dans ce cas-là, en tout cas, la personne n'est pas responsable des victimes qu'elle a subies. Donc vraiment, il faut vraiment essayer d'en parler et ne pas culpabiliser pour essayer de sortir de ça au maximum. Voilà, surtout, ça va aussi avec le message de fin que j'ai fait. Donc vraiment, ne restez pas avec votre sentiment de honte et de culpabilité parce que vous n'êtes pas responsable des violences que vous avez subies. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Podcast ou Sexiste, le podcast qui parle de genre et d'égalité en Corse. Pour tout vous dire, je suis assez peinée de voir qu'aucun homme ne participe jamais aux appels à témoignages que je partage sur les réseaux sociaux. Je me demande comment faire pour plus impliquer la communauté masculine. Je reste à votre écoute pour toute idée et remarque. C'était Audrey Royer et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour en savoir plus et pour échanger. À très vite.